Bonjour Françoise Cadal, bonjour Eric Lissoff. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà d'être parrain du Marathon Cast pour cette première édition et de faire cet enregistrement-là à part, parce qu'on va faire quelques enregistrements en dehors du direct pour permettre aux gens d'avoir de l'inédit et de continuer à donner, puisque don.marathoncast.fr c'est valable même en dehors du direct. Et on va le laisser, je pense, pendant 10-12 mois jusqu'à faire la prochaine édition pour qu'on continue à ramener un peu de l'argent à l'association Espoir Autisme 94. Est-il encore besoin de vous présenter? Ou alors je vous laisse faire? Je suis un peu feignant. Ah bah non. Bon, 2 comédiens déjà, moi je suis ravi. Nous aussi. Parce que les comédiens, et puis moi j'adore le son, donc forcément ce que vous faites de votre métier, en majorité, je pense, je dis pas de bêtises, quoique tu fais peut-être beaucoup plus de théâtre que de doublage, François. Ça dépend des moments, mais il y a le théâtre est très présent et l'écriture aussi. D'accord. Et je tourne aussi, mais la voix est importante. Ouais. Ouais, en pourcentage, ça donne quoi d'après Je sais toi? pas. C'est très variable, quoi. Oui, c'est très variable. Mais la plupart des gens te connaissent principalement pour le doublage. Oui. Le théâtre aussi, ça commence. Ça commence. Oui. Mais par rapport aux voix, oui. Ouais. Et Eric, toi, tu fais aussi de la scène. T'en as fait il y a longtemps. J'ai fait beaucoup de scènes avant, dans ma jeunesse. J'ai beaucoup joué au théâtre. Quel vieil homme. Et pardon. J'ai dit quel vieil homme. Quel vieil homme tu parles. Et ensuite, bon, j'ai tourné aussi, pas mal pour la télé, et j'ai commencé à rentrer dans le milieu du doublage. Et ma dernière pièce, je l'ai jouée au Petit Montparnasse il y a 6 ans, 7 ans. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené vers le doublage, justement? On va déjà commencer le doublage. Alors écoute, cette partie. qu'est-ce qui m'a amené au doublage? Je jouais au théâtre et il y avait l'ami de ma petite sœur, donc son petit ami, qui connaissait très bien Georges Duterre. Et à l'époque, Georges et Anne Duterre étaient des grands adaptateurs de films. Et Georges Duterre cherchait une voix avec le producteur pour Humbert Balzan pour doubler le rôle principal d'un film de Youssef Chahine qui s'appelait Adieu Bonaparte, qui a été présenté en sélection officielle à Cannes. Et donc je suis allé le voir en lui disant écoutez, j'ai jamais fait de doublage de ma vie, je sais même pas ce que c'est, j'imagine ce que c'est, mais j'en ai jamais fait. Il me dit c'est très bien, on cherche quelqu'un qui, a priori, qui n'est pas reconnaissable. Donc j'ai passé un essai, j'étais mort de trouille, etc. Et j'étais pris. Et donc je me suis retrouvé à travailler avec Michel Piccoli, d'autres vedettes, et à faire ce film. Donc, en fait, c'était assez pas facile, mais je suis rentré, comme il y avait beaucoup de bienveillance de sa part, je suis rentré assez rapidement dans le rôle. Et là où il y a eu un petit problème, c'est le lendemain, Humbert Balzan, le producteur, m'a dit écoute, voilà, il y a Youssef Chahine qui débarque, et il faut que je te dise, il va pas être très agréable certainement, parce qu'il refusait de doubler le comédien principal, qui a un accent à couper le couteau, mais qui parlait français dans le film. Et donc je vois arriver le lendemain Youssef Chahine, qui est quand même un monument du cinéma égyptien, qui est arrivé avec un énorme dossier comme ça, et en fait c'était le script, le scénario. Et il me le donne comme ça, et il y a Humbert Balzan qui me dit mais qu'est-ce que tu fais, Youssef? Il faut répéter les scènes avec Eric. Il dit mais non, mais attends, Youssef, c'est une version française, on va pas mettre 3 mois pour faire cette version française, donc non, ça se passe pas comme ça, et confiance, etc. Et finalement, il s'est calmé, et finalement ça s'est très bien passé. Ça a été une superbe expérience, parce que c'était un film remarquable. Et la machine était lancée. Et là, non, parce qu'après je me suis dit ça y est, je vais faire du doublage, c'est génial. En fait, non, parce que j'ai eu beaucoup de mal après. C'est toujours une histoire de rencontre, en fait. Ouais. C'est comme à un moment donné, j'ai doublé un comédien magnifique, comment il s'appelle, Massimo Troisi, qui était malheureusement qui n'est plus là, qui est un acteur napolitain. Et pareil, j'étais dans un studio de doublage et il cherchait désespérément quelqu'un pour le doubler. Je crois que toute la place de Paris y était passée, et moi je commençais, quoi. Et il y avait, comment il s'appelle, Jean Drose, que tu as connu, qui traînait les pieds dans les couloirs. Il me regarde, il dit tu fais du doublage, toi? Je dis, non, je suis plombier. Et vraiment, au désespoir de cause, allez, viens. Je rentre, et il était avec Michel Drache, qui était un scénariste, réalisateur.
Donc ils cherchaient, je crois qu'ils avaient vu une vingtaine, trentaine de comédiens. Et moi j'étais mort de trouille comme d'habitude. Et je me mets là-bas et je fais la scène d'essai. Et là, silence, je les regarde tous les deux. Ok, bah écoute, on commence demain matin, etc. Et donc je me suis retrouvé à faire, c'était Splendor, un film avec Marina Vladi, d'Ettore Scola, magnifique, qui était présenté à Cannes. Je pense qu'il a beaucoup moins marché que le film avec, comment il s'appelait ce film, avec Noiret, qui traite aussi sur le cinéma, comment il s'appelait, Cinéma Paradiso. Voilà. Et c'est à peu près la même histoire identique. Et j'ai eu la chance de retravailler de redoubler Massimo Troisi dans un film que j'ai adoré, qui s'appelait Quelle heure est-il, Che ora è, et où c'est les relations entre le père et le fils. Et contrairement à Splendor, où c'était Mastroianni qui s'était synchronisé, dans Che ora è, j'ai travaillé avec Pierre Mondy. D'accord, ouais. Qui était un acteur adorable, ouais. Un amour. Et qui manque beaucoup. Donc ça a été des expériences vraiment de comédien. C'était ouais. extraordinaire. Ouais. Puis voilà, après les choses se sont enchaînées. Et des rencontres. Toujours des rencontres. Toujours les rencontres, ouais. Françoise, toi, ça s'est passé comment? Le doublage Alors, moi je sortais de cours et je me suis dit, j'ai fait mes démarches de comédienne, n'ayant personne de ma famille dans le milieu, donc je me suis dit, faut y aller. Et on n'est jamais prêt. Mais je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, je suis allée dans les studios de doublage, à la radio, rencontrer des metteurs en scène, des réalisateurs. J'ai fait tout en même temps. Et puis, à un moment, au niveau du doublage, je suis arrivée un jour, je sais que c'était à Épinay. Et j'ai passé la porte et là, j'ai été... je me suis arrêtée parce que j'ai entendu une voix. Et cette voix, c'était la voix d'une comédienne qui s'est envolée depuis Litareccio et qui faisait la mère de ma sorcière bien-aimée. D'accord, oui. C'est truc tout bête. Ouais, mais ça nous parle. Et là, quand je suis rentrée, moi, ça a parlé à la petite fille que j'étais. Je me suis dit, mais je l'aime. Mais où elle est? C'est qui? Et moi, j'écoutais ça quand j'étais toute petite, tous les jours. Je sais ça devait passer à 20h tous les soirs. Et je regardais ça toute petite et j'allais me coucher. Donc j'avais ces voix-là. Et je comprends très bien, je comprends très bien l'impact que la voix peut avoir au niveau des personnalités qu'on double, que ce soit Lara Croft ou Angelina Jolie ou Sandra Bullock. Et c'est vrai que ça rend tout de suite complice. Il y a une complicité, il y a une sympathie. Le son a quelque chose d'intime en fait. Très. Ouais. Et donc moi j'ai commencé à assister et puis on avait la possibilité à cette époque-là de passer assez facilement des essais, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et puis voilà, j'ai eu la chance de passer des essais, d'être prise tout de suite très vite. Voilà, et puis ça a démarré très très vite. C'est vrai qu'il y a des voix qui nous marquent énormément. Moi j'ai eu la chance de recevoir dans une émission Guy Chapelier. Ouais. Superbe. Et j'étais fan de Code Quantum parce que voilà, et ça m'a filé les larmes aux yeux en fait, rien que de l'entendre, parce que il y a tellement de souvenirs qui reviennent. Aujourd'hui, quand on veut se lancer dans le métier, alors c'est peut-être pas forcément une vision que vous avez parce que vous êtes déjà bien implanté, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier d'acteur, en fait, de comédien, même sans parler du doublage, quel conseil vous pourriez lui donner? Prendre des cours, trouver son prof, essayer plusieurs cours. Ça c'est vraiment, il faut trouver la personne avec laquelle on va être bien. Et moi c'est un conseil que je donnerais à toute personne qui veut rentrer dans ce milieu. Et de toute façon, avant toute chose, c'est prendre des cours. Et je dis souvent ça au niveau du doublage. Et de un, on n'est pas des doubleurs, on est des comédiens. Et de deux, pour faire du doublage aussi, mais pour tout, mais aussi pour faire du doublage, puisqu'on parle des voix, il faut être comédien. Ouais, il faut vraiment interpréter. Il faut être comédien. Mais est-ce qu'il faut se baser sur l'interprétation d'origine en matière de doublage? Est-ce que vous entendez d'abord la prise originale? Oui, bien sûr, on entend d'abord. Je te laisse après. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de il faut pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça demande une disponibilité. C'est-à-dire que c'est pas tant est-ce que je l'aurais joué comme ci, comme ça. Là, c'est pas le sujet. Ouais. Le sujet étant d'entendre, d'écouter, de ressentir et de se couler faut qu'il y ait une osmose entre la voix et l'image. Donc le corps, le visage, les yeux, le sourire, etc., les mains, tout. Donc il faut se laisser porter et surtout, pour moi, ne pas réfléchir et se rendre disponible. La clé est là. D'accord. Ok. Pas mieux. Et pour en revenir à ce que disait Françoise, l'essence de notre métier, c'est la scène. Oui, voilà. Effectivement.
C'est exactement ce que Françoise disait, il faut trouver le bon professeur, bienveillant, à un endroit où on se sent bien, quoi, parce qu'il y a tellement de cours à Paris ou même en France, quoi, il y a tellement de... Il faut vraiment trouver sa voie. Peut-être des conseils aussi en matière de cours qui vous paraissent... Je pense que c'est chacun doit faire sa recherche. D'accord. Et qu'un professeur pour telle personne sera peut-être pas le bon professeur pour l'autre personne. Côté feeling d'une personne. Voilà. Et puis il y a une chose qui relie les deux, pour moi, c'est qu'un cours de théâtre va aussi apprendre l'écoute. Oui. Et l'écoute, on en a besoin aussi pour faire du doublage. D'accord. Pour s'écouter, pour écouter l'autre, pour écouter ce qui se passe. Il y a tout ça et la direction très, très artistique lié. qu'il faut aussi prendre en bien sûr. compte. Qui est très important. Et l'ingé son aussi. Et oui, oh là. Voilà, le doublage. Moi, je dis très souvent et je rends hommage à tout le monde dans ce milieu. C'est que c'est un travail d'équipe et on parle souvent des comédiens, mais l'ingé son est primordial. C'est comme un monteur dans un film. Oui. L'ingé son est primordial, l'écriture est primordiale, la direction artistique est primordiale, et tout ça, un film bien doublé, c'est vraiment pas le comédien, c'est pas que le comédien, c'est tout le monde qui a derrière. C'est toute la chaîne qui fait que ça fonctionne. Tout à fait. Okay. Le doublage est de plus en plus connu aujourd'hui. On s'intéresse aux comédiens derrière les voix de plus en plus. Depuis quelques années, je trouve que c'est vraiment très très présent. Mais il y a encore des gens qui considèrent malheureusement pas ça comme jouer la comédie, quelque part, comme être comédien, mais vraiment comme être doubleur, ce qui est un peu péjoratif. Quelle est la dose de comédien qu'on peut avoir dans un doublage? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes limité justement par le jeu de l'autre, donc c'est pas forcément vous quand vous doublez un personnage ou un acteur, vu que vous vous adaptez? C'est tout nous, en passant par l'image. Mais c'est nous. C'est l'adaptation. C'est notre sensibilité, c'est notre personnalité, c'est notre écoute dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce qui nous fait nous, c'est notre mémoire, c'est notre expérience qui fait que tout ça passe dans la voix. Vous avez et ça s'entend, tout s'entend dans la voix. Dans la voix, c'est si on écoute bien, on entend tout ça. Très bien. Non? Je suis pas mieux. Pas mieux en permanence. Faut que je parle avant elle parce que. Bon, la prochaine fois, je me tais. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on se lance dans le métier de comédien aujourd'hui ou en règle générale en fait? Parce que vous êtes passé par là, je pense que vous avez galéré aussi à certains moments. Eric? Moi personnellement, j'ai pas galéré parce que le premier cours que j'ai pris, ça s'appelait la Schola Cantorum. Et à l'époque, c'était Christian Le Guillochet et Luce Berthomé qui dirigeaient un théâtre à Paris qui s'appelle le Lucernaire. Et donc, en fait, je me suis tout de suite senti bien. Avant, j'étais dans un conservatoire du 9e arrondissement. Ben bon, c'était très... Vraiment, je voulais en faire plus, y aller plus souvent, etc. Donc, quelqu'un m'a parlé de ce cours et je me suis senti très bien tout de suite. Et j'ai eu la chance de jouer très rapidement parce qu'on a joué des pièces dans ce théâtre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Encore une fois, c'est des rencontres. Il y a un petit facteur chance quand même qui rentre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, dans ce métier, il en faut aussi. Moi, je dirais, je ne sais pas s'il y a des pièges. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Je pense que je suis d'accord avec Eric. C'est une question de rencontre. Et puis la règle étant, alors c'est ce que je dis depuis très très longtemps et ce que je dis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais que la règle dans ce métier, c'est qu'est-ce qu'il faut travailler pour bosser. Ça, c'est de un. Et que c'est en bougeant les énergies que les énergies bougent. Si on reste, c'est pas qu'une question de chance, c'est une question de chance. Il faut y aller. Faut y aller, quoi. Et puis après, on est mu par une envie, par une passion, par une envie de faire, de dire. C'est presque vital. Et de créer. Ah oui, bien sûr. Vous parlez beaucoup de comment, justement, quand vous êtes arrivé là, et on parle beaucoup de Paris, et Paris, c'est obligatoire aujourd'hui. Paris, la ville. La ville de Paris, être présent à Paris. Il y a une centralisation parisienne dans beaucoup de choses. Moi, je connais un comédien qui joue dans une troupe en province. Il n'a aucune envie de. D'accord. Si ça se présente, évidemment. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, c'est important de lui dire aussi, c'est pas obligatoire d'aller forcément loin des siens ou de se ruiner à la capitale, parce que c'est pas forcément là où il y aura le plus de chance. Il y a plus d'opportunités peut-être, mais au niveau rencontre mais professionnellement, il y a de très très bonnes écoles à Strasbourg. Maintenant oui, bien sûr, mais maintenant pour travailler,
Alors tu peux travailler à Strasbourg, tu peux travailler partout en France. Maintenant, il est vrai que, ne serait-ce que par rapport aux voix, tous les studios, la plupart des studios sont à Paris, ou en Ile-de-France. Rencontrer des gens, c'est vrai qu'une fois à Paris, c'est plus simple de rencontrer le matin telle personne, l'après-midi telle autre. Voilà, maintenant tout est possible, il n'y a pas de règles. En plus, maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau des écrans, on peut parler, on peut se parler à travers un écran, on peut se montrer à travers un écran. Donc, tout est possible. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est fait et avec quelle énergie c'est fait. Parce qu'on peut être aussi à Paris et que rien ne bouge. Et ne rien faire, oui, bien sûr. Et être bloqué, même timide, je pense qu'il y a aussi beaucoup de timides dans ce genre de cas. Comment on sait, est-ce que avec les années, on a un sixième sens, on se dit ce projet-là, il en vaut la peine, celui-là, je sais pas trop, je vais peut-être le laisser de côté? Alors, là, ta question me tombe pile dans mon présent à moi. Tu vas voir. Je vous explique en quelques mots. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par un studio qui m'a envoyé des pages des essais, pour faire le livre audio du dernier roman de Grégoire Delacour. Grégoire Delacour, c'est lui qui a écrit La liste de mes envies, qui a été monté au théâtre, il y a eu un film, etc. Il a écrit plein de choses, dont La liste de mes envies, et son dernier bouquin, il y a quelques mois, s'appelle La femme qui ne vieillissait pas. Et j'ai reçu ces essais, et je suis allée tout de suite acheter le bouquin, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a interpellée tout de suite, donc je réponds déjà à ta question. Et je suis allée passer les essais, il se trouve que Grégoire Delacour m'a choisi. Donc j'ai lu, et après j'ai dit le livre. Et après l'avoir dit, j'ai levé le doigt, et j'ai dit à Grégoire, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir l'exclu pour faire une adaptation théâtrale, pour faire un seul en scène, parce que ça me parle, ça me touche. Voilà au niveau de l'intuition. Il se trouve que Grégoire Delacour m'a dit oui, que les éditions m'ont dit oui, et que j'ai demandé à Tristan Petit-Girard de me mettre en scène. Tristan Petit-Girard, c'est lui qui a fait la mise en scène, entre autres, mais dernièrement de La Machine de Turing. Donc voilà, magnifique, formidable. Et Tristan m'a dit oui. Et puis on a fait, et tout ça est venu d'une intuition. Donc bien sûr qu'il faut croire en son intuition. On a fait une lecture au Lucernaire au mois d'octobre, donc il y a quelques jours. Et là, c'est très rare ce qui s'est passé, parce que je fais quand même pas mal de lectures de théâtre de plusieurs projets. En une lecture, on a su qu'on allait aller au Festival d'Avignon cet été. On a trouvé des coproducteurs. Ma compagnie aussi rentre dans cette coproduction. Et on a tous les partenaires en une lecture. Tout ça par rapport à une intuition. Donc ça s'appelle La femme qui ne vieillissait pas. Tout est dans le titre. J'ai fait l'adaptation théâtrale. C'est un seul en scène. Et on sera au Buffon, au Festival Off cet été. Voilà, du 3 au 26. Voilà, c'est ça. Faut pas hésiter. Mais bien sûr, de toute façon, il faut prendre des risques. Oui, il y a tout à gagner. Il faut prendre des risques. Et puis écoutez, vraiment, il y a des moments, l'intuition est très forte et l'intuition est magique. Ça reste une question de sensibilité finalement. Le métier de comédien est très axé sur la sensibilité, j'imagine. Il faut capter les émotions, savoir les retranscrire. Et puis il y a des moments, il y a des intuitions qui sont évidentes. D'accord. Donc vraiment croire en ça, et là, en tout cas, ça s'avère juste. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a aussi en contrepartie beaucoup de projets qu'on lance et puis qui se heurtent face à beaucoup d'obstacles. Il y a tellement de lectures sur la place de Paris, il y a tellement de projets qui se lancent, il y a tellement de projets où les gens baissent les bras, tellement c'est difficile. Donc il faut, encore une fois, c'est pas il faut pas, mais la foi est la bienvenue. Et puis le travail, parce qu'il faut bosser. Là, on sort on sort des 35 heures, on va dire. C'est du matin au soir. Du soir au matin, il faut bosser. Il faut bosser. Dès qu'on a une carrière, qu'on se lance d'ailleurs soi-même en freelance dans un métier, quel qu'il soit, on compte plus ses heures. Il faut y aller passionné. C'est de la passion. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est magique. Ça vaut le coup. Ah ouais, carrément. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça qui, moi, quelque part m'interpelle, c'est que vous passez encore des essais, alors que je me disais, avec des voix comme ça, on est implanté dans le milieu, et puis on veut la voix entre guillemets, quoi. Alors, les gens savent déjà de quoi vous êtes capable. Moi, j'ai la chance de suivre Noah Wine, qui jouait dans Caractère d'urgence. Ouais. J'ai toujours été imposé dans toutes les séries qu'il a fait après, etc. Mais bon, demain, ça peut changer. Oui. Il y a parfois des choses qui nous échappent. Oui, il n'y a pas d'exclusivité de voix. On n'appartient pas, on n'est pas propriétaire d'une voix. Non. Mais
d'un autre côté, lorsqu'un comédien la voix du comédien va sur ce personnage, va sur le comédien et que les gens sont habitués. Les gens sont, ouais, c'est ça. On a eu des cas où les voix changeaient. Je pense à la dernière saison de Friends, par exemple. C'était catastrophique, c'était impossible dessus. Ouais. Pour une autre raison, mais bon. Mais parfois il y a des choses. Vous voyez, Angelina Jolie, je la double depuis Lara Croft. Il n'empêche que je ne sais plus sur quel film, mais il y a un film où je n'ai pas passé d'essai. On m'a pas demandé. Ouais. Et c'est une autre comédienne qui l'a doublé. D'accord. Et ça nous échappe. Ouais. Sans raison, juste parce que en tout cas, je ne suis pas au courant des raisons. Ok. Voilà. Vis-à-vis de l'histoire du film, peut-être, ou de la... Je ne suis pas au courant. On a des acteurs qui sont très bons dans des comédies, qui d'un coup font un film noir, et on se dit que peut-être. On est des comédiens. Oui. On est des comédiens. Le spectre est quand même assez large. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, non, on passe pas toujours des essais sur les. Moi, je passe pas d'essais sur Sandra Bullock, ni Angelina Jolie. Oui, mais voilà, c'est des acteurs que vous avez déjà doublés. Oui. Mais ça n'arrive pas quand on vous dise, voilà, c'est un nouveau rôle, mais c'est absolument vous, c'est sûr. Vis-à-vis de votre carrière, il n'y a même pas besoin de passer d'essai. Sur des films. En premier rôle, c'est rare. D'accord. C'est très rare. Si on double pas la comédienne ou le comédien, d'accord. Ouais. Oui, c'est rare. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu et qui décident. C'est pas que le directeur artistique là. Ouais. Moi, j'ai fait là, c'est un autre domaine parce que c'est l'animation, mais j'ai fait un film annonce pour un film de Scooby-Doo qui sortira cet été. Ouais. Et en fait, toutes les voix ont été remplacées aux États-Unis, sauf l'acteur qui double Scooby-Doo. Donc, moi, ça fait à peu près 23 ans que je fais Sammy Scooby-Doo. Et c'est de l'animation, hein, c'est pas parce qu'il y a eu 2 films de Scooby-Doo. Oui, Scooby-Doo, mais après c'était avec des comédiens en synthèse. Ouais. Et là, c'est de l'animation, c'est de la 3D. Et donc, j'ai fait le film annoncé, etc. Et on m'a appelé en me disant ils veulent entendre quelqu'un d'autre plusieurs personnes sur Sammy. Je dis faites-le. Puis bon, finalement, ils m'ont choisi. Parce que c'était comme aux États-Unis, comme il n'y avait pas de. Oui, ils ont voulu essayer. Puis finalement. Mais bon. Voilà. Et c'est l'animation, donc c'est encore autre chose. Oui, mais l'animation nous marque. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je pensais. Et d'ailleurs, son nom m'a échappé, ce qui est absolument honteux. La voix d'Astérix. Un des plus grands. Pierre Tornade ? Non, lui, il avait fait Obélix. Ah, Obélix. Astérix, c'était. Je l'ai plus. Qui a été remplacé dans le dernier Astérix par Christian Clavier, d'ailleurs. Et qui. C'est honteux de ne pas avoir ce nom. C'est honteux, je vais être obligé de regarder sur Internet parce que je ne peux pas continuer à parler sans. Ah, mais comment il s'appelle ? Qui est à la retraite ? Je regarde. Mais si. Mais si. C'est pas Tornade ? Non. Tornade était très bon en Obélix. Ils ont eu beaucoup de mal à le remplacer. Oui, bien sûr. J'ai son visage, j'ai pas son nom. Et oui, moi aussi, parce qu'il a un visage en plus très. La voix de. Attends, il avait fait Astérix. Oh zut, non, là j'ai honte parce que c'est vraiment une voix qui. C'est pas Karel ? C'est la voix. Si, voilà. C'est Karel. Voilà, j'ai Karel qui manque énormément. Génial. Ils lui ont trouvé quelqu'un qui avait presque la même voix pour C3PO dans Star Wars. Enfin, c'est quelqu'un qui le remplace beaucoup, mais c'est pas lui, quoi. Écoute, moi, il m'est arrivé une anecdote. Un jour, j'arrive sur un studio et je venais travailler avec Roger Carrel. Et c'était sur Winnie l'ourson. Ah, mais voilà. Et j'ai assisté à un truc extraordinaire. Alors, je sais plus, il faisait Winnie, puis il faisait Tigrou, je crois. Oui. Ouais. Mais juste, il se répondait dans la scène. C'est-à-dire que dans la même scène, il faisait la voix de Tigrou et la voix de Winnie. D'accord. Et il se parlait et il se répondait comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai ri. Mais j'ai trouvé ça, j'ai ri, mais en même temps, j'étais waouh. Respect. Ouais. Respect, ce monsieur, un immense acteur. Et modeste. Très humble, très, comme tous les grands. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et moi, j'ai travaillé avec lui, je lui ai dit, mais d'abord, je suis très on est tous fans. Très ému, très fan. Ah ouais. Et je dis, en plus, j'ai appelé ma chienne, qui n'est plus là malheureusement, Cara. C'est lui qui faisait Cara dans le livre de la chienne. Voilà. Et confiance. Irremplaçable, je trouve, Roger Carrel. Plus VO ou plus VF quand vous regardez un film, une série, quelque chose ? VO 100%. VO 100%. D'accord. On soutient pas les petits camarades. C'est pas une question de soutenir. Non, c'est pas une question de ça. C'est que parfois aussi, je pense que Eric pensera la même chose. C'est que on reconnaît les voix. Oui. Et ça vous sort et que c'est voilà, là c'est professionnel. Ouais. Et puis on peut pas s'empêcher de dire de regarder le doublage. Ouais. Et de voir les défauts, les choses à les faire, défauts, les bonnes choses. Voilà. Ouais. Mais on entend. Enfin, moi c'est vrai que je préfère la VO. Ok. Ouais. Très bien. Et Eric aussi. Du coup. Ah oui. Sauf pour les films chinois.
Ah oui. Parce que les films chinois, c'est il y a un temps pour les sous-titres. Oui. Évidemment. Et moi, le chinois, je comprends pas le chinois. En anglais, je peux comprendre, Ça mais peut il y a un aller vite. temps pour les Ouais, sous-titres. ouais. Et parfois, dans les sous-titres, tout n'est pas écrit. Donc, par exemple, moi, j'ai doublé plusieurs fois Gong Li, Ouais. magnifique star chinoise, sublime. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte de ça, c'est que entre tout ce qui est dit en chinois et le peu de temps accordé aux sous-titres, hein, on n'a pas tout le film. Ouais. Donc c'est parfois quand on ne connaît pas la Ça langue demande beaucoup du tout. d'attention. Ouais. Et quand on connaît pas la langue, moi j'engage à regarder en VF, bien sûr. Mhm. Mais après, les films asiatiques sont très rarement doublés en français. J'ai pas l'impression qu'ils atteignent beaucoup de salles et que quand c'est le cas, c'est pas souvent en VF, ou alors faut vraiment que ça soit un gros succès, comme il y a eu Parasite il y a pas si longtemps, qui était un bon film et qui a eu droit à une VF, mais c'est assez rare les films asiatiques. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le public qui y est pas habitué, ou alors que le public de ces films-là va naturellement vers de la VO et que voilà, ça vaut pas le coup. Je vais travailler sur une série, alors je sais plus si c'est chinois ou coréen, il y avait une VF. Ouais. Et on a très souvent d'ailleurs, ça c'est la communauté d'internet est rapide parce que très généralement quand ils sortent une série ou un film, comme il a peu de chances d'arriver au marché français, les gens la récupèrent, ils la sous-titrent plus ou moins bien. Mais c'est comme ça que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui au Marathon Cast ont sûrement accès aux productions asiatiques parce que ça vient rarement vers chez nous, à la différence de productions américaines qui arrivent très vite et très souvent vers nous. On va terminer là. Moi, je vous remercie beaucoup encore une fois. Je rappelle à ceux qui écoutent ça que les dons sont encore ouverts sur don.marathoncast.fr. Et puis, on va retenir que si on veut se lancer dans une matière, dans une carrière artistique, au théâtre, cinéma, au doublage, ce qu'on veut, il faut se lancer, il faut pas se poser de questions, il faut juste se faire plaisir. C'est ça, grosso modo. Et il faut travailler. Il faut travailler énormément. Là, c'est Faut un métier pas de oublier- passion, donc faut être passionné. Faut être passionné. Voilà. On vient pas Mais pas comme juste, ça pour voir, ouais. C'est pas possible. Parce que On c'est tellement- s'improvise pas comédien. Bah non. Et aller à la rencontre des gens dans des festivals, dans des choses comme ça. Ça dans c'est des chacun. écoles. Ça c'est chacun, parce que il y a des gens qui ont des personnalités aussi à aller rencontrer Ouais. dans ces espaces-là, plein de gens qu'on connaît pas, et il y en a d'autres qui n'ont pas la sensibilité Ouais. et la personnalité pour faire ça, et ça c'est chacun. Très bien. Au jour d'Internet, aujourd'hui, il est très facile d'accéder un peu à ce qu'on veut et d'avoir des réponses. Et d'accéder à des gens magnifiques, comme j'ai en face moi en ce moment. C'est un délice à chaque fois de vous entendre et de vous recevoir. Voilà. C'est Gentil, gentil. merci. Oui, gentil David. Merci David. Merci beaucoup. Merci.